Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas trop tôt, le podcast d'Imo Compare et d'Optibest. On a la chance de pouvoir interviewer Bruno, fondateur de Monsieur Hugo, qui va nous parler de sa solution magique pour gérer son bien en tout et en une seule et même plateforme. Puis Jérémy, fondateur de le podcast Ça fait un bail, le premier podcast immobilier en France, viendra nous parler de son témoignage, de sa solution. Et d'ailleurs, il est propriétaire aussi d'un château dans lequel nous faisons l'interview, et d'ailleurs à côté de nous. Bonjour Bruno. Bonjour, merci de me recevoir dans ce lieu magnifique. Merci à Jérémy pour son petit coup de pouce. Bruno, on est trop content de pouvoir t'interviewer. Nous, comme chaque épisode, on commence par un vrai ou faux. Et là, t'as pas le choix. Tu dois répondre par vrai ou faux et tu pourras te justifier ensuite après si tu t'en as vraiment envie. Ok. Est-ce que du coup, c'est un bon moment pour investir dans l'immobilier locatif? Vrai. Est-ce que gérer son bien sans outils, c'est toujours moins cher? Faux. Déléguer à une agence vaut toujours le coup? Faux. Le LMNP est voué à disparaître. Faux. Faire sa comptabilité soi-même en LMNP est une bonne idée. Faux. Et Monsieur Hugo est la meilleure solution de gestion locative en ligne. Sûrement. On va voir ça pendant l'interview. Est-ce qu'il y a des points que tu as envie d'élaborer ou c'est bon, on continue dans l'interview? Non, allons-y, je suis prêt. Allez. Du coup, on va commencer par vraiment comprendre plus en détail ce qu'est Monsieur Hugo. Qui est Monsieur Hugo? Est-ce que déjà tu peux nous présenter en quelques chiffres ce qu'est Monsieur Hugo? Oui, alors donc Monsieur Hugo, pour ceux qui connaissent pas en fait, c'est à destination des propriétaires bailleurs qui en ont marre de passer par des agences immobilières ou bien qui en ont aussi un petit peu marre d'Excel. Donc en fait, c'est une plateforme en ligne qui permet de gérer l'ensemble de ses biens, de la mise en location à la gestion jusqu'à la fiscalité, avec tout un tas de garanties. Alors pourquoi Monsieur Hugo, on me pose souvent la question. Alors, je m'appelle Bruno, donc rien à voir. Mais moi, je suis investisseur depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai pas mal de biens que je gère depuis le début seul. J'en ai mis quand même en agence. J'ai aussi testé le modèle agence. Et j'avais jamais trouvé en fait quelque chose qui m'allait pour automatiser tous mes process et surtout louer en toute sécurité, en respectant la réglementation. Et la problématique, c'est que initialement, je voulais ce petit côté assistant qu'on retrouve un peu dans le saisonnier, tout ce qui est conciergerie, où tu es aidé, tu es assisté. Il y avait que des solutions en ligne, alors des sortes d'Excel un peu améliorées. Et moi, mon objectif, c'était d'avoir à la fois les outils qui soient propres, qui fonctionnent, qui me permettent de gagner pas mal de temps, et puis surtout d'avoir des personnes sur qui compter lorsque j'ai un souci, à savoir soit des juristes, soit des artisans, soit des comptables, puisque quand tu gères ton bien, il y a plein de problématiques, il y a des pannes, il y a des fuites, il y a des emmerdes à gérer, et quand tu es tout seul, en fait, devant ton logiciel, en fait, c'est compliqué. Et donc, c'est de là que m'est venue l'idée d'avoir un assistant personnel. Et donc, il fallait que je lui trouve un petit nom. J'ai trouvé Monsieur Hugo, parce que ça sonnait bien, ça sonnait, c'était rond en fait, je trouvais que ça passait très bien. Et puis on retrouve ce côté un peu assistant personnel qui est là pour t'aider lorsque tu as des problèmes juridiques, lorsque tu as besoin des artisans, lorsque tu as des problématiques fiscales ou autres. Plus cette plateforme en fait qui permet d'automatiser toute ta gestion au quotidien, quoi. Ok, très clair. Donc finalement, tu étais ton premier client sur Je sur la suis, solution. comme tout, finalement, entrepreneur. Tu vois, l'idée, ça vient d'un constat initial où tu as des difficultés, tu as des problèmes, tu n'arrives pas à résoudre en fait tous tes problèmes au quotidien. Tu fais des recherches, tu fais beaucoup de bench, beaucoup de veille et tu n'arrives pas à trouver la solution que tu veux. Et donc finalement, en 2017, j'ai créé la société parce que je suis le fondateur de Monsieur Hugo. Avec des amis anciens investisseurs, on a peaufiné tout ça pendant 3 ans et pendant le Covid, on a vraiment lancé nos premières offres. Et là, maintenant, on est une équipe d'une dizaine de personnes réparties un peu partout en France. On n'a pas de bureau. On discutait un petit peu avant. On est tous en home office, donc chacun travaille un peu à distance. Et on travaille sur la France entière. On a à peu près aujourd'hui plus de 19 000 biens enregistrés sur la plateforme. Et on travaille en France métropolitaine, y compris dans les dom-toms. On a aussi des clients Ok, qui utilisent aussi la plateforme Monsieur Hugo, quoi. trop bien. Du coup, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi, en tant qu'investisseur, je devrais choisir Monsieur Hugo par rapport aux nombreux logiciels qui peuvent exister sur le marché? Alors, très bonne question. Je me la suis posée au début lorsque j'ai lancé Monsieur Hugo. Le point clé lorsque tu veux automatiser, il y a deux choses en fait. Il y a ceux qui veulent gagner du temps et passer moins de temps à gérer leurs biens et ou
ceux qui veulent respecter la réglementation, éviter d'avoir des amendes et faire les choses proprement. Parce que la location est soumise en fait à la loi et donc il y a énormément de contraintes. Donc sur ces deux tableaux, que ce soit l'automatisation et le louer en conformité, l'objectif, si tu veux optimiser et gagner du temps, c'est de pouvoir automatiser un maximum de process. Et pour pouvoir l'automatiser, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est le loyer que tu vas recevoir. Et c'est ça qui te permet d'automatiser toutes les tâches en fait, administratives et de gestion. Donc nous, ce qu'on a conçu, et on est là aujourd'hui la seule solution en France à le proposer, on a mis en place, la plateforme va piloter l'ensemble des flux financiers. Donc ça, c'est super important parce que c'est à partir de ça qu'on arrive à tout automatiser. Donc, c'est quoi le pilotage des flux financiers? C'est qu'on a mis en place en fait un gros système, une usine à gaz, mais pour le client, c'est super transparent. Donc, on travaille avec une banque qui est le Crédit Mutuel et qui nous a permis de piloter tous les flux financiers. C'est-à-dire qu'on va mettre en place le prélèvement au niveau du locataire, on va lui faire signer un mandat CEPA. Donc, ça se fait en quelques clics parce que maintenant, tout est digital. Il n'y a plus besoin de renvoyer des documents à la banque comme ça se passait avant. Nous, la plateforme va venir ensuite prélever le montant du loyer tous les mois. Donc, c'est vraiment le propriétaire qui décide à quel moment il veut qu'on lance le prélèvement. Contrairement aux agences immobilières où tu n'as pas le choix, puisque généralement, le propriétaire récupère son argent en fin de mois. Dans toutes les agences, c'est comme ça. Nous, là, le prélèvement, effectivement, tu dis, voilà, je veux que mon locataire soit prélevé le premier du mois, le loyer de 800 €, je charge 50 €, éventuellement, tu peux rajouter des autres frais. Donc, tout ça, c'est prélevé, tout ça est piloté par la plateforme. Derrière, l'argent est mis sur des comptes séquestres. Donc, comme quand tu passes chez le notaire, tu as des comptes séquestres. Donc, nous, c'est chez le Crédit Mutuel. Donc, l'argent ne passe pas par les comptes de nos sociétés. Et suite à ça, le propriétaire reçoit son loyer par virement. Et donc, la plateforme, elle fait à la fois la collecte du loyer. On alerte en temps réel le propriétaire. Donc, on alerte pour quoi faire? Tout simplement, ça. Moi, c'était mon cas avant. Il fallait que je me connecte tous les mois sur mes différents comptes bancaires pour savoir est-ce que le locataire Jean-Pierre il a payé, est-ce que la locataire Marie elle a payé, nanana. Elle n'a pas payé. Faut gérer donc les relances. Il faut refaire du contrôle. Donc ça, c'est une perte du temps en fait qui est pas nécessaire puisque aujourd'hui ça peut être automatisé. Donc, on a des systèmes d'alerting en temps réel pour savoir le loyer il a été payé. Si le loyer n'a pas pu être prélevé, et ça arrive parce que le locataire n'a pas d'argent sur son compte, à ce moment-là, on génère les alertes et au niveau du locataire et du propriétaire pour venir reprélever de nouveau une nouvelle fois le loyer. Et autre point qui est super important, c'est au niveau des quittances. Elles sont bien sûr émises automatiquement. Pourquoi? Parce que comme on sait que le loyer a été prélevé, on peut générer la quittance. Automatiquement, on l'envoie par email au locataire. Et en plus, on met à jour ta compta. Donc, tu sais que tu es obligé de déclarer tes revenus locatifs, donc il faut que tu tiennes ta comptabilité à jour, il faut que tu saches c'est quoi tes revenus. Donc, nous, on va venir à chaque fois incrémenter des lignes comptables pour tous les revenus qui sont prélevés. Donc, finalement, à titre perso, moi, je l'ai fait pour moi. Ça fonctionne bien. Tous les mois, je n'ai pas grand-chose à faire puisque je sais que les loyers sont collectés, je sais que c'est viré sur mon compte bancaire, je suis alerté par email, les quittances sont envoyées automatiquement, la compta est mise à jour. Donc ça, c'est un peu le cœur du système. Après, on a d'autres choses, mais qu'on fait un peu de façon moins irrégulière, comme là, une révision du loyer ou la régule de charge, ce genre de choses. Mais ça se fait une fois dans l'année. Mais au moins, sur le mensuel, sur des activités qui sont un peu galères à gérer, ça a été automatisé. Et contrairement à d'autres solutions du marché, tu pourrais répondre à la question, mais effectivement, il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent sur le marché. C'est de la fausse automatisation puisque le propriétaire doit aller dans le logiciel, cliquer sur j'ai reçu mon loyer, j'ai pas reçu, etc. Donc, tu as quand même pas mal de choses à faire. Donc, pour moi, c'est plus des Excel améliorés. Et donc, nous, on a voulu vraiment révolutionner l'automatisation grâce au pilotage des flux financiers. Donc, ça, c'était le premier point. Et le deuxième point qui est super important, tu fais la location, en tout cas, ceux qui nous écoutent font de la location. Ça se limite pas à collecter le loyer. Sinon, ça serait vraiment trop facile. Tout le monde le ferait. Tu as toutes les emmerdes à gérer. Tu as toutes les demandes des locataires à gérer. Tu as les pannes, tu as les fuites. Moi, à titre perso, j'ai des locataires. Je me suis retrouvé avec des locataires qui faisaient de la sous-location dans mon logement. Donc, j'ai retrouvé mon logement sur Airbnb. Ça, c'est interdit. Ouais. Donc, comment tu gères ce litige avec ton locataire? J'ai eu des lettres de mise en demeure du syndic parce que j'avais des locataires qui faisaient des fêtes tous les samedis soirs. Donc, ça fait du bruit dans la résidence. Tu es responsable en tant que propriétaire en fait, des nuisances qui sont causées par le locataire. Donc, tu fais comment? Il faut gérer tout ça. Après, tu as tout ce qui est aussi défaut d'entretien, locataire qui ne veut pas entretenir le bien, qui ne veut pas le réparer ou qui change des meubles pour mettre autre chose. La vie d'un investissement, c'est vivant.
Donc, il n'y a pas que la partie gestion et financière à gérer, mais tu as tout le côté humain, en fait, qui est super important et qui est aussi chronophage en temps. Et si tu n'es pas équipé, si tu n'as pas des personnes sur qui compter, parce que moi, je ne suis pas juriste, je ne suis pas non plus fiscaliste, mais quand j'ai des problèmes juridiques, soit je vais sur Google, c'est ce que je faisais avant, je vais sur des forums, je dis, bon, alors, comment je dois faire pour répondre à mon locataire qui fait trop de bruit le week-end? Et globalement, en fait, tu rentres dans un cercle en fait, sans fin, parce que les locataires, ils sont de mieux en mieux informés, ils ont des associations qui les défendent, et au final, toi, tu es un peu tout seul à essayer de faire valoir tes droits, tes obligations, envoyer des pseudo-mails ou des pseudo-courriers qui n'ont aucune valeur juridique. Et donc, via Monsieur Hugo, aujourd'hui, nous, on a plus de 200 juristes qui sont là pour t'aider, rédiger tes courriers, appeler le locataire. C'est comme si tu avais ton avocat dans ta poche, si tu veux. Ça t'évite de payer un avocat, je crois qu'ils sont à 200 € de l'heure, quelque chose comme ça. Donc là, c'est quelque chose que tu ne payes pas parce que c'est compris dans le package. Peut-être chose importante que j'ai oublié de dire, on est aussi courtier en assurance. C'est pour ça que je parle beaucoup de garanties, parce qu'on les a packagés dans nos abonnements. Donc, on travaille avec des assureurs de renom comme AXA, Allianz, Mondial Assistance, avec qui on a travaillé depuis. Ça a été très loin de monter le projet parce que monter des offres sur mesure et créer des garanties sur mesure avec des assureurs, quand au début tu te lances, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a mis aussi 1 an, 2 ans, 3 ans avant vraiment d'avoir quelque chose qui tienne la route. Et donc, au final, pour le propriétaire bailleur, lorsqu'il a un souci, on lui dit voilà, arrête d'aller vouloir résoudre ton problème tout seul avec le locataire. Passe par ton juriste, il est là, il est dédié, il va te défendre, c'est ton avocat. Et ce que je dis souvent, c'est que les investisseurs aujourd'hui qui ont 1, 2, 3, 4, 5 biens, enfin peu importe, finalement ce sont des entrepreneurs parce que tu gères ton activité, tu as des clients à gérer, c'est ton locataire, tu as de la maintenance à faire, tu as du SAV, tu as de la compta, tu as de la fiscalité à faire, tu as du juridique. Et j'ai jamais vu une entreprise aujourd'hui qui n'avait pas des compétences métiers dans la boîte. Donc, quand tu es tout seul, en tant que particulier, pour 1 ou 2 biens, tu vas pas embaucher un juriste ni embaucher un comptable. Donc voilà, c'est pour ça que M. Hugo aujourd'hui répond à ce besoin d'accompagnement sur mesure. Donc là, je t'ai donné un exemple avec des juristes, mais pour la fiscalité, c'est pareil. Et tout ça, ça différencie M. Hugo par rapport au marché qui propose des logiciels qui fonctionnent, hein, ça fait le job, mais qui n'ont pas poussé l'automatisation jusqu'au bout et qui n'ont pas cet accompagnement qui, pour moi, est super important. Même si j'ai de l'expérience, ça me saoule de régler des litiges, tu vois, en direct avec les locataires aujourd'hui. Ah, mais je suis totalement d'accord et c'est ce qu'on a aimé justement dans ta solution quand on a fait cette analyse avec ImoCompare, c'est le fait que ce soit vraiment simplifié au maximum et cette partie accompagnement aussi qui est importante et c'est ce qu'on a vraiment apprécié aussi, qu'on a senti. Pour continuer, nous on a pas mal de personnes investisseurs sur ImoCompare qui nous disent ok, c'est bien les solutions comme ça, mais par rapport à une agence immobilière classique, pourquoi en fait je devrais plutôt aller chez eux? Qu'est-ce que tu leur réponds à ces gens-là? Alors, les agences immobilières, moi je connais bien parce que j'ai commencé par mettre mon premier logement en agence immobilière. C'était une très grosse agence aussi. Pourquoi je l'ai fait? Parce que j'étais à distance. Et c'était mon premier investissement. Je ne connaissais pas les procès. J'avais un peu peur d'affronter le locataire en direct. Pour qu'il va m'appeler, je ne saurais pas quoi lui répondre. Ou j'avais pas envie de me déplacer. Donc, je dirais l'agence immobilière est bien et super adaptée pour les propriétaires qui ne veulent pas entendre parler du locataire. Ils ne veulent pas avoir une relation directe avec le locataire. Il y en a des investisseurs qui font des investissements clés en main. Au lieu d'acheter une action en bourse, ils achètent un logement. C'est ce que j'ai fait au tout début quand j'ai commencé. J'ai investi dans d'Eurobiens, les premiers investissements de défiscalisation. Et j'y connaissais pas grand-chose. Je dis, oh, c'est bon, ça a l'air sympa. Vous m'avez fait des beaux tableaux Excel, belle renta. Enfin, belle renta. À l'époque, j'étais à 4%, tu vois, c'était 4,5. Je dis, waouh, c'est mieux que le livret A. Mais c'était mon premier. Donc, je dis, pour moi, 4%, c'était énorme. L'agence immobilière était top parce que c'était dans un bien qui était dans le sud-ouest de la France. J'avais acheté en VFA, donc sur plan. Et c'était la solution de facilité. Donc, c'est pour ça que on a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui font ce type d'investissement en passant par des sociétés clés en main, qui ne veulent pas s'occuper de leurs biens, qui ne veulent pas s'occuper des travaux, qui ne veulent pas s'occuper du bien en soi. Donc ça, c'est la bonne alternative. Après, pour tous les autres, et quand je dis tous les autres, c'est 74% du marché aujourd'hui, enfin des propriétaires bailleurs aujourd'hui, gèrent tout seuls et en direct leurs biens. Donc tu vois, c'est énorme. Pourquoi ils font ce choix-là? C'est tout simplement parce que ça coûte moins cher. Toi, en agence aujourd'hui, immobilière te prend entre 7 et 8%.
Donc sur un loyer moyen à 800 €, tu en as pour 60 € par mois. Donc à l'année, tu en as pour 800 € à l'année en frais d'agence. Deux, tu perds cette relation avec le locataire. Parce que si l'agence qui pilote, toi, tu t'occupes de rien. Et l'autre, c'est un constat, mais qui est partagé par beaucoup d'investisseurs. Une agence immobilière, aujourd'hui, sur la gestion, elle ne fait pas grand-chose. Sur les transacts, à la limite, elle se bouge énormément parce que c'est beaucoup plus rémunérateur pour une agence immobilière de vendre des biens que de faire de la gestion. Et donc, elle ne s'occupe pas des problèmes, en fait. Quand tu as un souci, elles te disent tenez, voilà la patate chaude, débrouille-toi avec le locataire, va prendre un juriste, va prendre un artisan. Donc, il y a un manque d'action au niveau des agences. Donc, pour répondre à ta question, je dirais qu'il y a un marché, parce qu'il y a quand même 25% des gens qui passent par des agences, mais ça correspond vraiment à un profil particulier d'investisseur. Donc, c'est ceux qui ne veulent pas avoir affaire aux locataires, ceux qui préfèrent payer pour se dire oh, je suis un peu tranquille parce que c'est l'agence qui va tout faire. Pour les mises en location aussi, souvent, c'est un peu le point qui fait peur aussi aux investisseurs. Ah, j'ai pas envie de faire des visites, je sais pas faire l'état des lieux, il faut que j'aille sur place, etc. Maintenant, il y a des services et des solutions qui te permettent de déléguer tes visites à une personne sur place. Alors, je t'en parle parce que nous, on l'a mis en place là, récemment sur Monsieur Hugo. C'était un des problèmes qu'on avait au début, c'est qu'on a beaucoup d'investisseurs, nous, qui investissent en région ou loin de chez eux. Ils sont dans une logique d'investisseurs, donc ils ne vont pas investir dans des grandes villes ou à côté de chez eux, parce que souvent, c'est moyennement rentable. Moi, je suis en région parisienne. Toi, investir dans Paris, c'est pas ouf. T'as mieux à faire, je crois. Après, tu peux investir en région, mais tu vois, l'Île-de-France, c'est énorme. Donc, faire des visites à 2 heures de chez moi, ça peut vite être gavant. Donc, nous, là, on a mis en place vraiment un service qui fait à peu près la même chose qu'une agence immobilière. Et c'est pour ça aussi que les gens aussi passent par des agences, parce qu'ils ont ce service-là d'avoir une personne sur place qui fait les visites et qui connaît le logement. Maintenant, nous, on permet aux investisseurs de déléguer sa visite. Donc, on a un réseau de plus de 750 agents pros sur place qui vont faire la visite. Tu dis, voilà, je voudrais prendre 2 heures. Tu achètes des tickets. J'achète 2 heures de visite. Donc, c'est le samedi de 10h à 12h. Tu déposes ton annonce sur Le Bon Coin. Tu amènes du flux. Donc, tu dis, voilà, tous les rendez-vous, c'est samedi entre 10h et 12h. Avant, tu auras booké un agent sur place qui va te faire toutes les visites. Ça t'évite d'y aller, ça t'évite de perdre du temps parce que c'est pas très valorisant de faire des visites, ça prend du temps et puis c'est pas fatigant, mais tu pourrais faire autre chose. Ouais, ça n'a pas de valeur ajoutée. Ça n'a pas trop de valeur ajoutée. Et pareil pour l'état des lieux. L'état des lieux, alors là, c'est un peu plus, ça doit être mieux fait et plus carré. Il faut des outils quand même spécifiques pour que ça soit bien fait un état des lieux. Pareil, on a des agents aussi qui peuvent te faire l'état des lieux à distance. Donc voilà, donc je dirais sur ta question, il y a l'agence immobilière, leur grosse force, c'est d'être présent sur tout le territoire. Donc, si tu as besoin d'une agence, il n'y a aucun souci. Tu prends la première agence, c'est la plus proche de ton bien, tu passes par l'agence et elles ne font que la mise en location ou que la gestion ou tout. Et pour 75% du marché qui veulent gérer par eux-mêmes, tu as plein de solutions aujourd'hui qui existent. Donc, c'est vraiment à regarder la solution qui te convient le mieux en termes du temps que tu veux passer, en termes du coût que ça va représenter et puis des services que te met à disposition, en fait, l'outil ou le service en question pour faire des visites, des états des lieux, pour faire le bail, tout un tas de trucs, quoi. Ok, non mais très très clair. Là, du coup, on a parlé vraiment de la partie gestion locative, mais Monsieur Hugo, tu as aussi une version sur la partie fiscalité pour optimiser tout ça et gérer ça. Même question, parce que c'est toujours ces mêmes personnes-là qui vont me dire, ok, c'est sympa Monsieur Hugo, mais par rapport à un comptable traditionnel, pourquoi c'est plus intéressant pour moi? Alors, bonne question. La fiscalité, c'est une obligation légale. Donc, tu peux pas dire, je vais faire ça tout seul dans mon coin, comme la gestion. Tu pourrais dire, bon, ouais, je vais bidouiller et puis je vais m'arranger. Sauf pour toute la partie juridique et respect de la loi, ça, tu peux pas le faire tout seul. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment des juristes. Pour la fiscalité, pareil, il faut des experts comptables parce que tu en as besoin lorsque tu fais du meublé en LMNP, donc la location meublée non professionnelle. Quand tu fais la location nue, généralement, tu peux te débrouiller tout seul parce que tu as un abattement 30% assez basique. Mais dès lors que tu es dans une logique d'investisseur, que tu veux rentabiliser ton investissement, que tu fais donc du meublé, que tu amortis ton bien, que tu as tout un tas de charges à passer, tu as des travaux à amortir, des travaux à passer en charge, c'est impossible. Les liasses fiscales, elles font une douzaine de pages.
Moi, je les ai regardés. Enfin, je suis pas fiscaliste, mais ça me fait, je suis pas en courant, quoi. Donc, tu es obligé d'avoir un cabinet comptable. Après, nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est exactement le même service, la même prestation de service qu'un cabinet d'expertise comptable. Donc, soit tu passes par un cabinet d'expertise comptable qui va produire ton bilan, produire les liasses fiscales, déclarer tes liasses fiscales à l'administration. C'est ce que fait un cabinet aujourd'hui. Un cabinet comptable te prend 600, 700 euros à l'année. Et si tu es en société, LCI, SARL, voilà, ils se disent, celui-là, il a de la thune. On peut y aller, quoi. Je vais le facturer 900 euros. Bon, c'est la réalité. Hein. Il facture toujours plus quand tu es en société. Aujourd'hui, nous, on réalise le même job qu'un cabinet comptable, mais pour 2 fois moins cher. Donc, ta question, c'est pourquoi on est différent ou pas d'un cabinet comptable? Je dis non, on n'est pas différent, on fait le même job. On est responsable des comptes qui sont déposés par l'expert comptable, mais on est 2 fois moins cher qu'un cabinet classique. Très clair. Comme tu as dit, ça peut être tentant pour la gestion locative de se dire je vais le faire seul. Toi, tu as pu accompagner des milliers de propriétaires bailleurs. C'est quelles tâches que les propriétaires vont sous-estimer le plus dans la gestion de leurs biens? Alors, au niveau d'un investisseur, la première chose qu'on se dit, c'est chouette, j'ai un locataire, je vais engranger les loyers, ça va tomber tous les mois. Toi, c'est un peu les dollars. Hein, donc, mais quand tu regardes de plus près, gérer un bien, ça ne se limite pas à collecter le loyer. Parce que c'est autant aller au casino, peut-être que tu vas gagner aussi. Mais c'est tout ce qui est à côté, en fait, qui est problématique, et notamment la gestion des emmerdes, des litiges avec les locataires. C'est ça qui te prend du temps, c'est ça qui te bouffe ta charge mentale, c'est ça qui est stressant, c'est ça qui te coûte de l'argent, parce qu'il faut payer des avocats, il faut payer des huissiers, il faut payer des artisans, quand tu as des pannes, des fuites. Donc, c'est vivant, en fait. C'est un investissement qui est vivant. Ce n'est pas des actions en bourse où tu collectes les dividendes chaque année sans rien faire. Donc, ce qui est souvent mis de côté par les investisseurs, c'est toute cette charge de travail et cette charge mentale, en fait, qui est à côté. Et tu peux pas dire, non, je regarde pas ce qui se passe. Parce que le locataire, quand il a un problème, il va t'appeler. Il va te saouler, il va t'appeler 2 fois, 3 fois, il t'envoie des SMS. T'es pas dispo, tu peux pas répondre. Donc, c'est à toi de te rendre disponible. C'est à toi d'avoir mis en place les bons process en amont pour savoir quel artisan je dois appeler, si j'ai un souci juridique. C'est quoi ma base de connaissances? Est-ce que je vais sur le site de l'État, le site du gouvernement? Est-ce que je me fais aider par un avocat? Est-ce que je demande à des potes juristes? Si tu n'as pas mis en place tous ces process en amont, si tu ne sais pas comment t'organiser pour traiter de l'urgence, parce que là, on parle bien de traiter des urgences. Quand le gars, il t'appelle parce que sa chaudière ne marche plus, qu'il n'a plus d'eau chaude, ou qu'il va dormir, on est en plein hiver et que finalement, il n'a pas de chauffage, et le matin, il va dire, mais ça en est où là? Tu as trouvé le plombier dans la nuit? Tu vois, ça va te bouffer psychologiquement. Et on n'est plus dans il m'a payé mon loyer. Non, là, il risque de ne pas te payer ton loyer parce que tu n'es pas présent, tu n'as pas été présent. Donc, en fait, la difficulté, c'est de gérer les urgences parce que le locataire, il va te mettre la pression. Parce que lui, c'est ton client, il te paye un service et il exige d'avoir un produit de qualité. Donc, la première chose à faire, c'est de considérer ton locataire, non pas comme un locataire, mais comme un client. Toi, tu n'es pas un investisseur, tu es un entrepreneur. Et donc, tu es un entrepreneur, tu as des clients à gérer. Donc, tu peux en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Si tu fais de la coloc, 5 colocs, tu as 5 clients. Ouais. Donc, c'est à toi de faire en sorte que tu aies mis en place des services qui permettent de répondre en fait aux urgences et aux attentes. Parce que le locataire, quand il t'appelle, c'est pas pour te dire bonjour, ni il faudrait repeindre le mur. Non, ça, il s'en fout. C'est toujours, il y a des urgences à gérer. Donc, ça, il faut bien l'avoir en tête. Et c'est super important. Pour l'investisseur d'avoir prévu en amont comment se comporter et quoi faire pour gérer ces urgences-là qui te bouffent en fait tout ton temps. Donc c'est pour ça aussi, pour rebondir sur Monsieur Hugo, qu'on a mis en place tout un tas de process, qu'on a des juristes qui interviennent, qu'on a des artisans qui vont intervenir, qu'on a cadré juridiquement et formalisé en fait tout ce qui doit être formalisé, comme le bail, comme l'état des lieux, ce sont des documents contractuels. Parce que la mise en location, c'est aussi respecter la réglementation. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent « j'ai un bail, ça fait 3 ans que je l'ai, ça va, j'ai refait une remise en location, je reprends le même bail, je ne me pose pas la question. Ouais. » Mais sauf que les articles de loi ont changé, sauf qu'il y a des nouvelles clauses qui ont changé, les actes de caution, ils changent, ils peuvent être caducs. Donc si tu fais abstraction en fait, de la réglementation, qu'est-ce qui se passe pour toi?
bah, tu peux te retrouver avec des amendes. Les amendes, c'est pas que les amendes, c'est écrit en gros, de plus en plus en gros sur le site de l'État. Si tu respectes pas, par exemple, la réglementation concernant l'encadrement des loyers, bah, les amendes, ça peut aller jusqu'à 5 000 euros. Donc, est-ce que j'ai envie de me payer 5 000 euros d'amende parce que j'ai pas fait gaffe, que je suis dans une ville où les loyers sont encadrés, ou pire, les loyers sont plafonnés, parce que je me suis trompé dans la surface de mon logement et que le locataire, derrière, il va aller voir le juge en disant là, il m'a loué un 35 mètres carrés, mais en fait, il fait que 30. Donc, il va te demander des baisses de loyer. En fait, c'est toutes ces conséquences, en fait, à la fois pécuniaires et puis la charge mentale qui sont à prendre en compte parce que les locataires, ils sont de mieux en mieux informés. Ils n'hésitent pas à avoir recours à des associations. Et toi, en tant que propriétaire, bah, tu te dois d'être à jour parce que ça a des conséquences, en fait, directes, à la fois financières ou même, tu vois, si tu fais du meublé et que lorsque tu fais du meublé, tu n'as pas tout bien checké, bah, ton bail peut être requalifié en location nue. Donc, si tu avais tout fait pour faire de la location meublée, pour être en MNP, pour amortir ton bien, pour pas payer d'impôts pendant plusieurs années, et que là, tu te prends Ouais. un gros coup de poignard en disant bah non, désolé, tu respectes pas la réglementation, tu es en location nue, bah, tu perds tous tes avantages Mm. fiscaux. Voilà, donc c'est un peu tout ça aujourd'hui qui est un peu laissé de côté par les propriétaires bailleurs. Le respect de la réglementation, super important. Mettre en place des process pour gérer les urgences des locataires. Ne pas répondre de suite aux locataires, même si tu as autre chose à faire, tu as ton boulot, mais si le locataire il t'envoie un message, si tu réponds dans une semaine, euh, là déjà tu vas commencer à créer un futur litige, ou même des locataires qui vont dire bah non, je ne paye plus. Tu vois, ça peut vraiment aller loin si tu n'anticipes pas tout ça en amont, quoi. Toi, tu as eu des sujets comme ça en tant qu'investisseur où les locataires, justement, payaient plus Ah oui, mais moi j'ai eu genre le dimanche soir, un locataire qui me dit ah, mon pot de douche il marche plus, ça fuit, merci de venir, quoi. Bon, ok. Après, des choses un peu plus graves comme le ballon d'eau chaude. Tu vois, les ballons d'eau chaude, c'est des choses qui ont une durée de vie de 8 ans à peu près. Et ça tombe toujours en panne au mauvais moment, quoi. Ouais. Genre pendant l'hiver, les gars ils t'appellent, ah, ça marche plus. Ok, je fais ok, mais bon là on est le week-end, il n'y a pas de plombier, il n'y a pas d'artisan. Ok, mais je fais comment pour me laver? Enfin, tu vois, tout de suite tu te prends dans la face en fait le mécontentement du locataire. Mais je comprends parce que c'est un client, donc il paye pour Ouais. un service. Si toi demain tu t'achètes une voiture et qu'elle roule pas, bah tu vas dire mais c'est quoi votre bouse là? Ça marche pas quoi. Enfin, faites quelque chose quoi. T'es pas content. Oui, donc moi j'en ai eu plein effectivement. Et ce que j'ai appris c'est qu'il fallait vraiment réagir de suite. Avant je laissais un petit peu traîner. J'ai dit bon ça va, on a le temps. Tu vois même pour des volets roulants, des fois des volets roulants qui se ferment plus. Donc c'est un peu galère parce que bah, il fait nuit dans l'appartement quoi. Et voilà, donc j'ai appris qu'il fallait vraiment être super réactif. Et même si tu peux pas agir de suite, tu prends note, tu dis au locataire, tu l'appelles, tu dis ok, pas de souci, c'est un peu galère pour vous, mais je vais contacter dès lundi quelqu'un, je vais m'en occuper, je suis là. Alors que si tu réponds pas, bah, c'est sûr que le locataire, il va t'envoyer des messages tout le temps. Ouais. Non, mais c'est Jusqu'à sûr. temps que tu sois là, quoi. Et à la fin, il va te dire, bah non, moi, ton loyer, bah, tu vois, je te le paierai quand j'en aurai envie, quoi. Mm. Et Oui, il faut pas rentrer dans ce type de relation. tu peux pas, et ça peut vite dériver, hein. Ouais. Honnêtement, Ah, c'est arrivé, ça aussi. ouais, la frustration des locataires, elles sont telles qu'à un moment, ils te disent, bah, tu vas me reloger. Mm. Mais ouais, mais attends, ton ballon d'eau chaude, ok, je vais te le changer, mais Oui. t'inquiète pas, mais là, on est le week-end. Mais tu vois, ça monte très vite dans les tours, quoi. Mm. Donc, il faut vraiment calmer le jeu directement, montrer que tu es présent, que tu mets en place les choses. Et pareil, si tu n'es pas organisé, bah, va trouver un artisan demain qui va intervenir chez toi pour te faire un devis. Euh, c'est compliqué, donc il faut se constituer son propre réseau d'artisans aussi, surtout si tu es à distance. Bon, à distance ou pas à distance, à la limite, c'est pareil. Mais il faut. Tout ça, ça s'anticipe en tant que chef d'orchestre Ouais. de ta location. Donc, c'est aussi pour ça que nous, dans Monsieur Hugo, on a mis un partenariat avec Mondial Assistance. On a plus de 5000 artisans qui interviennent en moins de 3 heures pour aller chez le locataire et stopper le litige. Enfin, en tout cas, faire en sorte que il y ait quelqu'un qui est un artisan qui soit sur place, ça rassure le locataire. L'artisan, il n'arrive pas dans 3 ans, mais il va arriver dans 3-4 heures, ça dépend de la ville où tu te trouves. Et au moins, le locataire, tu vois, il va se dire, OK, propriétaire, il a compris mon problème, ma douleur, il m'envoie quelqu'un. Après, s'il faut changer le ballon d'eau chaude, bah, ça va prendre plus de temps. Mais au moins, je suis intervenu et j'ai des process qui sont en place en amont et ça va le rassurer. Même s'il va être un peu dégoûté, parce qu'il dit, ouais, ça marche pas, je vais me laver à l'eau froide. Mais au moins, il y a quelqu'un qui s'est occupé de moi, quoi.
Mm. Et ça, c'est super important dans cette relation propriétaire-locataire, mais je dirais plutôt propriétaire-client final, quoi. Ouais. Bah, justement, tu parlais qu'il y avait pas mal de conflits potentiels qu'il pouvait y avoir. Il y a une étape qui peut être aussi source de conflits et stressante, c'est l'étape de l'état des lieux. Concrètement, toi, bah, comment tu la gères avec Monsieur Hugo? Alors, l'état des lieux, c'est ce que tu sais que c'est le litige numéro un Ouais. en France. Alors, c'est pas le fait de faire l'état des lieux, mais c'est le dépôt de garantie. C'est la restitution du dépôt de garantie. Quand tu regardes les chiffres au niveau du ministère de la Justice, c'est à 66% des litiges concernent la restitution du dépôt de garantie. Donc, c'est un terrain ultra glissant. Mm. Si tu te prends les pieds dans le tapis, tu peux te Ouais. prendre très cher. Donc, en fait, dans l'état des lieux, ce qu'il faut bien veiller à le faire, c'est qu'il faut le faire correctement. Il faut prendre un maximum de photos, un maximum de preuves, des vidéos si tu veux. Il faut que ça soit fait avec la bonne personne. Typiquement, là, pour te donner un exemple, récemment, il y a eu un cas qui est passé au niveau du tribunal de justice où le propriétaire a été obligé de rendre la caution au locataire alors qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas, qui avaient été cassées dans l'appartement parce que le locataire n'était pas disponible. Il a demandé à ses parents de venir faire l'état des lieux. Or, ça n'a aucune valeur légale puisque le père, même s'il y a une relation tu vois, parent-enfant, il n'était pas sur le contrat de bail. Donc, le juge nous dit, bah non, ton état des lieux de sortie, il est nul. Donc, rends la caution au locataire. Mm. Donc, c'est un terrain un peu miné. Donc, nous, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis en place une application dédiée pour faire un état des lieux béton. Donc, on a mis de l'intelligence artificielle, pas parce que c'est à la mode d'utiliser l'IA, mais parce que c'est utile au quotidien et que ça te permet vraiment, de gagner du temps lorsque tu fais ton état des lieux, parce que tu prends ton téléphone, tu filmes la pièce, tu filmes ta cuisine, tu dictes, je sais pas, j'ai 3 cuillères, 5 fourchettes, etc. Ça te comprend ce que tu dis, ça comprend ce que tu filmes, ça comprend les photos que tu prends et ça te crée en fait ton état des lieux, ça te remplit les informations dans la pièce. Donc au lieu de mettre 1 heure à préparer ton truc, tu vas mettre 10 minutes. Mm. Et après, lorsque tu fais ton état des lieux, bah, tu peux prendre des photos, des vidéos, etc. C'est horodaté. Donc ça, c'est pareil, il faut constituer ce qu'on appelle un dossier de preuve. Parce que si demain, tu as un dilemme, un litige avec ton locataire, bah, tu ressors ton dossier de preuve, tout est horodaté, la signature est électronique, tout est bon. Donc ça permet de lisser, de diminuer le risque de litige. Et moi, ce que je recommande avant tout aux investisseurs, c'est de faire un pré-état des lieux. Alors, c'est informel. C'est-à-dire qu'une semaine avant d'aller faire l'état des lieux officiel, tu dis à ton locataire, bon, bah, je vais passer le week-end d'avant chez vous, je fais un petit tour, on regarde ensemble, on fait un peu le point sur l'appartement. C'est vraiment informel, tu prends pas de notes, tu fais rien signer. Mais au moins, ça te permet de faire pointer du doigt au locataire. Tiens, regarde, là, tu as les joints à changer, là, il faut faire bien le ménage un peu partout, parce que la notion de propreté est très subjective. Moi, je me récupérais des appartements, mais tout gras, tout crasseux. Le locataire me dit, ah bah non, j'ai fait le ménage, hein, c'est tout propre, hein. Ouais. Bon, ok, mais bon, c'est pas mon ménage à moi, quoi. Mm. Et sachant que derrière, il y a un autre locataire qui va venir, donc est-ce que toi, enfin, tu vois, le niveau de propreté, il est vraiment très subjectif. Donc, ça permet vraiment de dire au locataire, tu as 1 semaine pour te préparer. S'il faut que tu refasses un peu de peinture, un peu de boucher les trous, bah, tu le fais. Parce que généralement, c'est pas quand tu fais l'état des lieux le jour J, le locataire, il a fait ses valises, elles sont sur le palier de la porte. Il dit, ah, moi, j'ai un train dans 1 heure, donc on fait ça vite fait. Là, je signe votre papier et puis ciao. Il va jamais te faire les réparations. Il va jamais prendre le temps de discuter avec toi. Donc, le pré-état des lieux, ça te permet vraiment de diminuer par 2, en fait, ton risque de litige. Et surtout, tu fais prendre conscience au locataire de tout ce qu'il a à faire ou pas, Mm. mais souvent de ce qu'il a à faire. Oui, c'est clair pour lui, quoi. Au moins, c'est clair. Il peut pas dire, ah, je sais pas, j'ai pas eu le temps d'aller faire les cours, j'ai pas eu le temps d'aller faire ci, faire ça, parce qu'il a son train à prendre. Voilà, donc ça, c'est vraiment le petit conseil qu'on donne souvent aux investisseurs. Ça prend peut-être un poil plus de temps, mais ça vraiment limite le risque de litige. Et puis, pendant l'état des lieux, s'assurer que le locataire il est présent. S'il n'est pas là ou qu'il veut pas signer, tu peux pas l'obliger à signer. À ce moment-là, tu es dans ton droit, c'est-à-dire que le locataire ne veut pas signer, mais il faut que tu fasses venir un huissier, où l'huissier, lui, va prendre va constater aussi tout ce qui se passe dans l'état des lieux, et là, l'état des lieux aura une vraie valeur juridique. Donc ça peut arriver des locataires qui ne veulent pas se présenter, ou que ça peut être le conjoint, tu vois, du locataire, mais si le conjoint n'est pas sur le bail, ça a 0 valeur. Et le conjoint, il signe devant le juge, il dit, bah non, le bail, il est au nom de monsieur, madame a signé,
Bah oui, mais c'est qui madame? Il n'est pas sur le bail. Il faut vraiment faire attention à ces petits détails juridiques parce que ça peut te mettre dans le caca Ouais. et ça serait dommage. Et puis, dans la mesure où tu dois restituer la caution, il faut le faire sous un mois. S'il y a des dégradations, tu as 2 mois pour la restituer. Et si comment dire, le locataire n'est pas d'accord, parce que c'est là que ça coince, là, je conseille vraiment d'utiliser une grille de vétusté. Donc, grille de vétusté, ça permet de savoir qui paye quoi, enfin combien va payer chacun. Donc, exemple, tu as un parquet, tu as l'impression que le parquet il est tout pourri, il y a eu des traces partout, il y a un peu des trous. La grille de vétusté va te permettre de dire voilà la répartition en fonction de l'ancienneté de l'équipement, qui paye quoi. Tout comme la peinture, autre chose. Donc là, les grilles de vétusté, il faut vérifier que vous avez bien une grille de vétusté dans votre contrat de location. Nous, on en met systématiquement une. Lorsque tu fais ton bail avec Monsieur Hugo, on intègre une grille de vétusté. Le locataire, il est au courant. Comme ça, s'il y a un souci, on fait référence à la grille de vétusté et on te dit, voilà, la répartition, c'est 30% pour le locataire, 70% pour le propriétaire. Après, les pourcentages, ça varie en fonction de l'âge de l'équipement. Mm. C'est à ça que ça sert la grille de vétusté et c'est légal. Tu as le droit d'utiliser une grille de vétusté, quoi. Non, mais c'est là qu'on se rend compte qu'il y a tellement de choses à penser et que un outil comme le tien permet de simplifier ça, quoi. Est-ce que tu peux nous donner à peu près, parce que ça c'est quelque chose aussi qu'on nous demande souvent, Ouais. combien de temps ça gagne, combien de temps ça me fait gagner, etc. Est-ce que tu as fait une étude un peu de concrètement, soit si j'utilise Monsieur Hugo versus j'utilise pas Monsieur Hugo, le temps gagné? Alors oui, on a fait des études. On a en moyenne, quand tu gères ton bien, ça te prend plusieurs heures par mois. Alors, je dis en moyenne parce que tu as plein de tâches. De toute façon, des tâches que tu fais 1 ou 2 fois dans l'année. Mais en moyenne, ça te prend à peu près 5 à 6 heures par mois de temps. Si tu valorises le temps à 25 € de l'heure, on doit être à peu près à 8, peut-être dans les 8, ouais, si je calcule bien, on doit être à peu près à 800 € l'année. Nous, avec Monsieur Hugo, on réduit le temps, on arrive à peu près à 30 minutes, 1 heure par mois, en moyenne, lissé sur l'année. Donc, ça te fait gagner beaucoup d'argent parce que le temps que tu vas pas consacrer à faire d'administratif, de la gestion ou à te prendre la tête avec le locataire parce que tu vas avoir un juriste qui va le faire pour toi, à trouver des artisans parce que tu as un artisan qui va être envoyé, tu appelles juste la hotline, on t'envoie un artisan. Donc, ça, c'est du temps qu'on te fait gagner tant sur la partie juridique, fiscale et accompagnement, tu gagnes, ouais, tu peux diviser par 5 à peu près le temps. C'est énorme. Oui, c'est énorme, mais ça fonctionne aujourd'hui. Donc pour ceux qui ont plusieurs biens, tu vois, le gain, il est énorme parce que le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps que tu mets pas à faire toute la gestion au quotidien, et c'est du temps à faire une location. Enfin, faut pas dire, il n'y a rien à faire, hein. Ouais. Il y a un peu de taf. Tu le fais autre chose. Tu dis, tiens, je vais essayer d'investir, de trouver de nouveaux biens. Je vais profiter de mes loisirs, profiter de la famille, etc. Voilà, donc globalement, on pourrait diviser par 5 le temps grâce à l'utilisation de Monsieur Hugo, quoi. Ok. Non, mais super clair. Et j'aime bien la partie dont tu dis justement que l'investissement, c'est du temps. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on peut voir sur les réseaux, on peut se dire, ah non, c'est super simple, etc. Et c'est pour ça, en fait, que des solutions comme la tienne existent. Parce que c'est pas si simple que ça et il faut être bien entouré pour que ce soit justement pas des problèmes, mais justement un bel investissement. Ouais. On a parlé d'impayés. Justement, toi, tu as dit que tu avais eu des soucis comme ça. Est-ce que tu as des conseils pour qu'on puisse se protéger au maximum justement des impayés? Alors oui, les impayés, c'est le fléau numéro 1 des investisseurs. C'est le nerf de la guerre. T'as pas de loyer, tu rembourses par ton crédit. Ouais, et c'est la crainte numéro 1. C'est C'est le la- premier sujet à chaque fois C'est le premier sujet. qu'on Alors, évoque. c'est la crainte la plus forte. Mais quand tu regardes en volume, on est C'est à ça. 2,5-3%. C'est rien. Oui, c'est Tu ça. dis, bon, si j'ai de la chance, je suis dans les 98% des cas. Je pense qu'au loto, tu as moins de chances de gagner. Mais tu as plus de chances d'avoir un impayé que de gagner au loto, presque. Donc, globalement, la question n'est pas est-ce que je vais avoir un impayé ou non, parce que ça, on ne peut pas le prévoir. Ça dépend de comment tu vas choisir ton locataire en amont, ça dépend dans quelle région tu es situé, ça dépend de l'économie de la région, ça dépend du salaire moyen aussi de la ville où tu te trouves. Mais donc, globalement, ça ne se prévoit pas, hein. Mais par contre, tu peux mettre en place des solutions pour t'aider à mieux les gérer et à moins stresser lorsque tu as des impayés. En synthèse, il y a 4, je te le fais simple, tu as 4 solutions. La première, celle qui existe depuis la nuit des temps, c'est le garant physique. Ça marche très bien avec des étudiants. C'est le père qui va se porter caution. Donc, tu checkes en fait que les revenus des parents soient bien. Donc, ça a plus un effet psychologique. Parce que si le locataire ne paye pas,
bah, les parents vont se retourner contre leur enfant en disant ah, c'est pas bien, il faut payer tout ça. Donc, mais globalement, si tu en as payé, il va falloir te retourner contre les garants et tu tapes toute la procédure judiciaire. Mais c'est plus un effet psychologique, c'est la première chose à avoir, c'est gratuit, ça coûte rien, mais tu peux pas avoir aucune garantie. Donc le minimum, c'est ça. Ensuite, tu as Visal, qui est la garantie de l'État, qui peut être intéressante si le locataire est éligible, parce que tous les locataires ne sont pas éligibles. Visal, ça a été conçu au début pour aider les jeunes à se loger. Donc globalement, il cible les jeunes, il cible les gens qui viennent d'avoir un emploi. Donc c'est ceux qui sont en CDI non confirmés, ça peut être ceux qui sont en CDD. Quand tu es en CDI confirmé, bah, Visal, ils vont dire bah non, pas besoin de Visal. Donc après, tu peux te retourner sur la troisième solution qui est la GELI, garantie loyer impayé, qui est proposée par les assureurs du marché. Donc ça fait le même job que Visal. C'est-à-dire que si tu as un impayé, bah, c'est l'assureur qui va t'indemniser, donc il va te payer ton loyer. Donc tu as un impayé, tu le déclares à l'assureur. L'assureur te dit OK, pas de souci, je prends en charge et je vous paye votre loyer 800 € tous les mois. Et pendant ce temps-là, c'est l'assureur qui va mettre en place toutes les procédures judiciaires pour aller récupérer les fonds, donc l'argent, auprès du locataire. Si le locataire il n'est pas solvable, il n'a pas d'argent, bah, ils vont l'expulser. Donc là, ils lancent la procédure d'expulsion. La différence avec Visal, c'est que Visal, vu que c'est un truc de l'État, ils vont jamais expulser les gens. Ils sont pas là pour mettre les gens dehors, tu vois, à la rue, quoi. Donc, ils vont faire traîner les procédures au maximum pour trouver un plan d'appurement de la dette, pour trouver des solutions avec le locataire. Mais globalement, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais tu es comme remboursé. Mais tu as, une durée limitée dans le temps avec Visal. Alors que l'assureur, il n'est pas là pour te rembourser pendant 10 ans. Lui, il veut juste que le locataire, il paye. Et s'il ne paye pas, il te le met dehors. Donc, c'est la différence entre le privé et le public. Ouais. Et la quatrième solution, qui est la protection juridique, que je conseille très fortement en fait, à tous les propriétaires bailleurs d'avoir, parce qu'on a vu que investir, louer, on est soumis à la réglementation, on est soumis à des amendes légales, on peut être poursuivi en justice. Donc, si derrière, tu ne connais pas la loi, tu es sûr que un jour, tu vas te faire rattraper par la machine. Donc, le fait d'avoir une protection juridique, ça te permet deux choses. Ça te permet déjà d'avoir un juriste à tes côtés pour régler tous les litiges. Donc, les litiges, c'est ce que je te disais au début. Locataire fait de la sous-loc, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me comporter, est-ce que je peux me résilier le bail ou non. Locataire qui te restitue le bien dans un état un peu pourri, qui ne veut pas partir du logement, etc. Donc là, tu as ton juriste sous le coude, tu l'appelles, il règle les problèmes pour toi, il paye aussi. Alors ça, c'est le gros avantage des protections juridiques sur le marché, c'est que l'assureur qui propose la protection juridique, elle va te payer les avocats, elle va te payer les huissiers, sachant que quand tu as un procès en France, ça coûte une blinde, c'est à peu près 4 000 € un procès. Peu importe le type de litige, il faut que tu débourses 4 000 € pour payer tout le personnel juridique. Donc non seulement tu as un locataire qui te prend la tête, il faut que tu te payes tes 4 000 €. Donc si tu n'as pas de protection juridique, c'est à toi de payer tout seul. Si tu as une protection juridique, typiquement nous, celle qu'on intègre dans Monsieur Hugo, elle te couvre jusqu'à 10 000 € en cas de litige. Donc 10 000 €, normalement, ça doit être assez pour te payer tous ces gens-là qui vont travailler sur le dossier, et surtout, tu as un juriste qui va te prêter ton dossier. Et la protection juridique aussi gère les impayés. Alors, à la différence près, c'est qu'elle ne va pas t'indemniser comme le fait une GLI, elle ne va pas t'avancer l'argent, mais elle va traiter le problème en justice. Donc, elle va faire en sorte de traiter le problème amiable, d'ouvrir la procédure judiciaire, de faire des saisies sur salaire ou saisies sur compte bancaire, et si ça ne marche pas, ils expulsent le locataire. Donc ça prend du temps. C'est 1 an à 2 ans aujourd'hui. Le coût moyen d'un impayé est entre 20 et 25 000 €. Donc, toi, c'est un budget. Enfin, tout le monde n'a pas 25 000 €. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir les bonnes garanties, même si tu ne les utilises pas. Mais le jour où tu en as besoin, si tu ne les as pas, tu vas juste pleurer, quoi. Ouais. Donc, moi, systématiquement, par exemple, sur tous mes biens, j'ai une protection juridique. La GLI, je ne la mets pas partout. Je conseille aux investisseurs d'avoir une GLI s'ils n'ont pas de trésor. Si tu n'as pas un minimum de trésorerie pour couvrir en fait, les mois où tu n'auras pas de loyer, tu ne te poses même pas la question, quoi. Tu te prends une GLI, même si ça te coûte 2,5-3%, au moins, c'est un investissement que tu fais. Ce n'est pas un coût, il ne faut pas le voir comme un coût. Ça va me coûter 50-60 € par mois. Et au moins, si j'ai un impayé, tu vois, entre 50 € par mois et 25 000 € que tu risques d'avoir pour récupérer ton bien au bout de 2 ans, toi, le calcul est vite fait. Si tu es un investisseur, tu te dis, OK, ça vaut le coup. J'investis dans une GLI, j'investis dans une protection juridique, j'investis dans un service qui va me permettre de mieux gérer mon bien parce que je vais gagner du temps, parce que je ne vais pas avoir à payer des artisans, je ne vais pas avoir à payer des juristes. Donc,
c'est super important d'avoir réfléchi déjà en amont à quel type de garantie je veux. Faut pas se dire je prends pas de garantie. Ouais. Sinon là tu joues au loto quoi. Tu joues en bourse à l'aveuglette. Donc il te faut une garantie. Après c'est à toi de mettre le curseur où tu veux par rapport à ton niveau de risque que tu veux prendre parce que c'est un investissement. Donc un investissement c'est risqué, pas zéro risque hein. Donc est-ce que tu veux prendre un peu de risque, zéro risque et en fonction de ça tu cumules. Nous on a des investisseurs qui prennent la protection juridique et qui cumulent une GLI. Ok. Parce qu'au moins ils sont ceinture et bretelles. Mais c'est leur choix. Et au moins s'il y a un souci je dors tranquille, quoi. Toi, je vais pas sortir 20 000 euros de ma poche pour gérer un impayé, quoi. Et du coup, comme tu nous as dit, c'est vrai que finalement, quand on voit le volume en France, le temps d'impayé est pas si important que ça. Toi, est-ce que tu as la stat sur les clients chez Monsieur Hugo qui ont eu des litiges par rapport à ça? Alors, nous, la stat qu'on suit, c'est les retards de paiement. Ok. Alors, on le suit parce qu'on pilote les prélèvements, on pilote les loyers. Nous, on est on a sorti le dernier baromètre, parce qu'on sort un baromètre tous les mois. On est à 1,8% de retard de paiement. Sachant que quand tu regardes la stat au niveau des agences immobilières, ils sont à 20%. Donc, quand tu passes en agence, tu as 20% de retard de paiement. Ça ne veut pas dire que les gens ne payent pas. Oui. Ça veut dire qu'ils payent en retard, mais qu'ils vont généralement payer. Mais nous, avec le prélèvement, en fait, on réussit à limiter les retards parce que déjà, c'est du prélèvement, donc tu n'as pas de retard. Et puis, ça responsabilise le locataire. Il dit, il faut que j'ai l'argent sur mon compte bancaire parce que sinon, le banquier va m'appeler, va dire, j'ai un rejet de paiement. Attention, la prochaine fois, tu vas te payer des agios, quoi. Ouais. Donc, monsieur le locataire, tu mets l'argent sur ton compte bancaire et tu sais que tous les mois, tu es prélevé. C'est une facture. Ouais. Toi, c'est comme si tu payes ton énergie, ton empreinte, ta voiture, ce que tu veux, ou ton abonnement téléphonique. Voilà, tu es prélevé. Donc, nous, on suit plutôt cette stat-là, qui est plutôt très bonne. 2% de retard de paiement, ce qui n'est pas grand-chose. Après, sur les impayés, on n'a pas vraiment de stats aujourd'hui parce que c'est géré par les assureurs qui on travaille et on n'a pas encore... voilà. Mais après, la stat nationale, on est à 2,5 quoi, en impayés sur le parc global. Ok. Bon, du coup, on a eu la chance d'avoir Bruno qui nous a parlé de sa solution, mais c'est encore mieux quand on a un utilisateur de la solution qui nous fait son témoignage. Et c'est le cas de Jérémy Nabé, donc, qui est le fondateur de Ça fait un bail, le podcast numéro 1 en France en immobilier, et qui va nous dire un peu son expérience. Mais en plus de ça, on aura une démo complète de la solution. Allez. Salut les gars. Salut Jérémy, ça va? Jérémy. Ouais, je m'installe avec vous, je rentre dans le cadre. Hop, c'est cool, merci. mets-toi un tout petit peu plus à droite. Puis on va être bon. Parfait. Tiens, je te passe le micro parce que je pense que tu vas parler. Déjà, merci de nous accueillir dans ton château. Voilà. Avec grand plaisir. En plus, on a le soleil avec nous et donc on va pouvoir finaliser cet épisode avec un petit témoignage. C'est ça que vous voulez? Toi, ça fait combien de temps du coup que tu utilises Monsieur Hugo? Écoute, ça fait à peu près 3 ans, je pense, à la fois qu'on travaille ensemble avec Bruno et que je suis utilisateur de la solution. Ok. Et du coup, comment tu gérais? Toi, t'es bien avant, du coup, Monsieur Hugo? Alors moi, je gérais tout seul parce que j'ai déjà fait l'expérience avec une agence et ça n'avait pas été très fructueux. Ça existe comme mot, fructueux. Dans le sens où c'était pas tant le prix qui me dérangeait, c'était plutôt le temps qu'il prenait à trouver des nouveaux locataires. En plus, je suis sur des biens un peu particuliers qui sont des colocations en banlieue parisienne et c'est pas les mêmes méthodes. Il faut être un petit peu plus commercial entre guillemets, il faut aller chercher sur des groupes Facebook, il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles en termes de recherche et du coup toute la partie recherche des locataires je la garde. L'avantage avec les colocs c'est que ils peuvent aussi les colocs trouver des nouvelles personnes quand les chambres se libèrent, mais tout le reste est géré sur Monsieur Hugo, les 90% restants. Ok. Du coup, vu que tu as géré seul, tu as dû faire pas mal d'erreurs au début. C'était quoi ce qui était vraiment difficile et le plus dur à faire avant versus maintenant en fait qui est répondu par Monsieur Hugo? En fait, c'est une multitude de petites tâches. Il y a rien qui est très difficile, je dirais, mais c'est une multitude de petites tâches qui finalement te prend à la fin beaucoup de temps et beaucoup de charge mentale. Il y a à chaque fois qu'on me demande une quittance, moi j'allais faire ma quittance sur un logiciel, même pas un logiciel d'ailleurs, sur Word. Je faisais ma petite quittance, je la signais, je l'envoyais par mail. Là, ils ont leur espace et ils peuvent aller la chercher tout seuls. Il y a la rédaction des contrats, des baux. Où, pareil, je connaissais assez bien le sujet, mais il faut aller modifier des contrats. Pas oublier qu'on a laissé un terme qui est lié à une autre chambre ou lié à un ancien locataire. Donc tout ça se gère plus facilement.
Et récemment, j'ai eu le cas d'un impayé. Au début, j'avais pas l'option la protection juridique de Monsieur Hugo en me disant bon, c'est pas très utile. Et en fait, j'ai commencé à avoir des galères, je l'ai prise et je l'ai activée pour la première fois. D'ailleurs, on sera peut-être un petit épisode sur sa ferme pour parler de ce cas, la première fois que j'ai activé cette protection. Et du coup, la feature toi, numéro 1 que tu préfères chez Monsieur Hugo, c'est ça du coup ou Alors avant c'est devenu ça parce que j'ai une avocate qui m'a vachement bien aidé. Mais avant ça, c'était plutôt le prélèvement. Prélèvement des loyers directement chez les locataires. Ça m'arrivait beaucoup plus souvent avant de devoir relancer et la personne n'était même pas de mauvaise foi, mais elle avait changé de compte en banque ou elle avait pas mis le virement automatique. Elle le faisait un peu, une fois le 2, une fois le 5 du mois, une fois le 4. Là, j'ai moins de défauts depuis que c'est prélevé automatiquement. Ok. Et toi, du coup, tu avais commencé seul, donc tu as un peu les deux, c'est-à-dire d'être accompagné et d'avoir commencé seul. Du coup, quel type de propriétaire tu penses est le plus apte à utiliser Monsieur Hugo de la meilleure des manières Celui qui est pas du tout, je vais dire ceux qui sont pas du tout, pas du tout clients. Ça va être plus difficile. Si t'es vraiment pas du tout tech savvy, donc tu utilises pas des logiciels, tu sais pas utiliser de la suite Office, des trucs comme ça, c'est vrai qu'au fond, il y a quand même une catégorie de la population, je pense, qui mérite de passer par une agence qui va tout gérer, mais qui accepte du coup d'avoir une rentabilité un peu inférieure sur le bien. Encore une fois, pas tant sur les frais de l'agence, qui me semblent pas exorbitants quand tu es entre 5 et 10%. C'est pas ça qui fait la grosse différence, mais c'est plutôt sur les temps de relocation, sur les petites options qui vont te faire payer en plus dès qu'il y a une relocation ou de la gestion de travaux, ce genre de choses. Donc ça, c'est ceux qui, je pense, ne sont pas forcément clients. Pour tous les autres, c'est vraiment une belle option. C'est dommage pour quelques dizaines d'euros par mois de se passer d'un outil comme ça et de le faire soi-même avec son Word, son Notion, et je l'ai fait. Hein, j'avais monté un Notion de l'enfer avec tous mes biens, tous mes trucs. Et aujourd'hui, il a été remplacé par Monsieur Hugo, quoi. Okay. Et pour qu'on soit le plus complet et transparent, c'est quoi le petit défaut peut-être de Monsieur Hugo? Je pense qu'il y a un petit taf encore sur l'UX. Du bien, c'est pas l'outil le plus beau mais à choisir, je préfère qu'il soit qu'il soit complet, moins beau et surtout à un prix qui est hyper concurrentiel, que ça soit payé, qu'il commence à y avoir un 2% prélevé sur les virements. Moi typiquement, tu prendrais un pourcentage des locations, etc. Chose que font certains logiciels. Ouais, ça me dérangerait, tu vois. Donc surtout pour de la coloc. Parce que je suis encore dans la meilleure catégorie des clients, qui est celle qui... moi, j'ai 4 baux. Donc, sur un appartement, je vais faire 2500 euros par mois. Et je paye 35 ou 37 euros par mois de Monsieur Hugo. En pourcentage, c'est ridicule. Ouais. Voilà. Non, trop cool. Merci beaucoup, Jérémy, pour avec ce témoignage. C'était cool. Avec plaisir. Vous avez des petites choses à terminer avec Bruno? On va finir là sur la partie IA et futur de l'immobilier. Et trop cool. Et ensuite, on sera tout bon. Super, on fera un peu d'IA au château après avec Bruno. Allez, je te repasse le micro. Allez, merci. À tout de suite. Pour revenir dans le vif du sujet, comme je te disais, il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur ImmoCompare ou sur Optivest, qui nous posent la question de est-ce que c'est intéressant d'investir dans l'IMO, et notamment la question, parce qu'on en a parlé beaucoup en France, du statut LMNP, et encore plus maintenant avec le PLF qui a fait pas mal de bruit. Toi, c'est quoi ton avis sur ce statut? Est-ce que tu penses qu'il va survivre? Est-ce qu'il sera encore là dans 5 ans? Alors oui, clairement, je pense que c'est un statut qui a encore un bel avenir devant soi. Aujourd'hui, c'est une pépite fiscale, parce que tu as tous les avantages finalement du LMNP sans trop avoir d'inconvénients. Même si là, en PLU, ça a été un petit peu remis en cause en fin 2025, notamment sur les amortissements là, qui ont été réintégrés dans la plus-value lors de la revente. Donc ça a été voté. Mais globalement, le système des amortissements, il est tellement puissant que ça te permet de ne pas payer d'impôts en fait, sur plusieurs années. Dans les simules qu'on fait, nous, c'est sur 8-10 ans, quoi. Tu ne payes pas d'impôts. Donc c'est quand même énorme, parce que ça veut dire que derrière, tu as un meilleur rendement, tu as un investissement qui est beaucoup plus rentable. Ce qui pourrait vraiment tuer le LMNP, c'est si l'État touchait en fait au système des amortissements,
parce que c'est ça qui te crée une charge mais monstrueuse et ce qui fait que tu es constamment en déficit foncier. Donc, si tu retires les amortissements dans la logique fiscale, il te restera peut-être encore les crédits, mais tu vois, dans la partie crédit, tu prends que les intérêts que tu rentres dans les charges. Donc, c'est plutôt crédit. En fait, les intérêts diminuent au fil des années. Les amortissements, c'est vraiment un beau sujet. Donc, si ça c'est remis en cause, effectivement, ça peut mettre un frein en fait au système fiscal. Euh, mais l'État a tellement besoin des propriétaires bailleurs parce que c'est quand même eux qui occupent plus de 60%, qui logent aussi tu vois, la France. Hein, il y a plus de 4 millions de propriétaires. Donc, ils ne peuvent pas du jour au lendemain se dire on va mettre des contraintes et des contraintes fiscales à mort sur les propriétaires bailleurs parce que les gens vont se retirer. Ils ne vont plus investir. Au lieu d'investir dans l'immobilier, ils vont faire autre chose. Ils vont aller faire peut-être du saisonnier. Encore, c'est le même régime, c'est sur du meublé, mais ils vont aller faire de la bourse, ils vont aller faire tout un tas d'autres choses. Donc, c'est à surveiller. Effectivement, aujourd'hui, ça reste encore un dispositif super intéressant que nous, effectivement, on suit constamment avec nos juristes et nos fiscalistes. Les gens qui sont sur Monsieur Hugo sont un peu au courant au fil de l'eau de tout ce qui se passe. Donc aujourd'hui, oui, clairement, c'est encore super intéressant. Après, c'est comme tout investissement, il faut se diversifier. Il ne faut pas faire que du meublé à fond, parce que si demain, tu vois, le vent tourne, c'est bien d'avoir aussi travaillé d'autres sources d'investissement. Il ne faut pas tout mettre dans le LMNP, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. C'est l'État qui gère et qui dirige et qui, tu vois, les lois, tu vois, ça change. Oui. Donc, mais en tout cas, aujourd'hui, oui, clairement, c'est encore de beaux jours devant soi. Ok. Y a un autre sujet aussi qui est un peu partout en ce moment, c'est l'IA. Ouais. Toi, c'est quoi un peu ta vision de l'IA dans l'immobilier, surtout dans la gestion locative et la compta? Et aussi, l'autre question qui va de pair, c'est est-ce que vous planchez déjà avec Monsieur Hugo sur encore une intégration encore plus forte de l'IA dans votre produit? Alors oui, l'IA, c'est pas que un effet de mode. Nous, on l'a vraiment mis en place sur des sujets vraiment particuliers. On l'a mis en place sur le bail, on l'a mis en place sur l'état des lieux. Et en gros, à quoi ça sert en fait d'avoir mis l'IA là-dedans? C'est que ça permet tout simplement de mieux digérer, de mieux comprendre tous les textes de loi, toute la réglementation pour que ton bail soit vraiment conforme. Donc typiquement, nous, toutes les clauses, en fait, quand tu vas sur l'application Monsieur Hugo pour faire ton bail, c'est super basique, hein, tu remplis des formulaires, mais derrière, en fait, il y a un taf de ouf et qui permet d'ajuster et de personnaliser toutes les clauses du bail pour qu'elles soient conformes à la réglementation par rapport à ton type de location, par rapport au profil, par rapport aux travaux que tu as fait, par rapport à la dernière révision de loyer, par rapport à tout un tas de choses. Donc ça, on l'utilise aujourd'hui à fond. On l'utilise aussi dans l'état des lieux. L'état des lieux, comment on l'utilise? C'est tout simplement, on utilise le téléphone, le téléphone va prendre les photos, on utilise le vocal, donc on va parler, et derrière l'IA va intégrer, va comprendre ce que tu dis, va comprendre que tu dis, voilà, il y a des assiettes, il y a des couverts, il y a telle quantité, ça va pouvoir te le retranscrire proprement. Même en prenant une photo de ta cuisine, ça va reconnaître que tu as un four de telle marque, tu as une cafetière de telle marque. Alors, ça ne te dit pas encore s'il est en mauvais état ou bon état. Hein. Ça ne le devine pas. Mais au moins, ça te fait tout le travail préparatoire en amont. Donc, l'avantage pour le client, c'est quoi? C'est un gain de temps monstrueux. Donc, ça, c'est le deuxième usage qu'on a aujourd'hui et qui fonctionne déjà. Et le troisième usage qu'on va mettre en place prochainement, c'est sur le support client. Tous les gens aujourd'hui qui ont des questions... nous contactent par mail ou par chat, beaucoup par chat. Et les gens aujourd'hui attendent d'avoir une réponse de suite. Je pose ma question, je veux savoir comment marche l'offre, Monsieur Hugo, j'ai une question sur la fiscalité, j'ai une question sur le bail. Aujourd'hui, on a encore quelqu'un, heureusement, au support qui répond, et pour de vrai aux clients. C'est pas un robot, c'est pas un bot. Et ça, les gens, la personne, des fois, elle ne peut pas répondre ou elle est sur d'autres discussions. Et les gens s'attendent à avoir une réponse immédiate, ultra personnalisée. Donc ça, c'est notre prochain job à venir, prochaine mission à venir, c'est de mettre de l'IA là-dedans pour personnaliser la réponse, pour pouvoir répondre immédiatement au client, pour tenir compte effectivement de son ancienneté, de tout le discours qu'on a pu avoir avec elle. Donc c'est d'utiliser à la fois toute la donnée CRM, le profil qu'on a de nos clients et de répondre rapidement. Et pour ça, on est obligé d'utiliser l'IA parce que l'IA, c'est un langage conversationnel qui est super bien adapté pour le chat et qui nous permettra aussi, à terme, d'aller se connecter sur nos différents outils de back-office
pour aller savoir où est-ce que ça en est, la signature de mon bail, le locataire, il demande est-ce que le garant il a signé ou il n'a pas signé, etc. Donc ça, c'est des choses qui prennent beaucoup de temps en termes de support client, mais qu'on va pouvoir automatiser avec l'IA, quoi. Ok. Ouais, hyper intéressant. C'est qu'on a ces mêmes sujets, nous, sur Optivest avec l'investissement financier Oui. ou ton chatbot avec ton conseiller. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des questions quand même qui sont souvent posées et en fait qui peuvent être rapidement répondues quand tu connectes avec les bons outils. Donc je comprends totalement cette version-là et c'est pour le meilleur pour tout le monde finalement. Exactement, ouais. Merci beaucoup Bruno. Moi j'ai peut-être une dernière question pour toutes les personnes là qui nous ont écoutés et que tu as convaincu. Concrètement, c'est quoi les prochaines étapes pour une personne qui veut souscrire à tes solutions? Alors, la première étape, c'est d'aller sur notre site monsieurhugo.com. Il y a tout le détail, toute une FAQ, il y a tout ce qu'il faut pour commencer. Il y a des vidéos aussi pour comprendre un peu comment ça fonctionne. On propose aussi un essai gratuit de 2 mois pour les personnes qui ne veulent pas s'engager. Donc, elles ont accès à toute la plateforme pendant 2 mois. Elles peuvent s'abonner ou pas s'abonner. Après, si elles ont des questions, elles peuvent nous contacter par téléphone. On a aussi mis en place un possibilité on fait des démos. Donc, il suffit juste de prendre rendez-vous Calendly sur notre site, prendre un rendez-vous pour une démo. Donc là, on va leur présenter toute l'interface. Donc, c'est du one-to-one. C'est une visio qui va durer 15, une demi-heure. Enfin, ça dépend des questions. Voilà, mais effectivement, première étape, c'est d'aller voir notre site, voir ce qu'on fait, regarder les tarifs, d'essayer gratuitement et de commencer à mettre en place la gestion. Donc, c'est assez simple puisqu'il suffit juste d'ajouter son bien. On ajoute son locataire, donc on a besoin juste d'avoir l'email du locataire, le nom, prénom du locataire. Et si on a déjà un locataire en place et qu'on veut mettre en place ce prélèvement, par exemple là on est au mois de mars, je vais perdre les mains. Au mois de mars, on attend de préparer tout ça et au mois d'avril effectivement le prélèvement peut être mis en place. Donc il faut bien prévenir le locataire que vous utilisez, que vous passez par Monsieur Hugo pour gérer votre bien, parce qu'on va manipuler de l'argent. Il faut que le locataire il soit au courant, sinon on va se dire mais c'est du spam, c'est une arnaque. Et le locataire, lui, ça se fait assez rapidement parce qu'il a juste besoin de cliquer pour valider le mandat CEPA et vous pouvez tester le prélèvement et voir que ça fonctionne et que vous avez automatisé votre gestion pour un premier locataire ou dans le cas de Jérémy qui a une coloc. Si vous avez une coloc, vous ajoutez tous les locataires et vous définissez les informations pour chaque locataire, quoi. Ok, super clair. De mon côté, pour toutes les personnes qui ont écouté, vous savez qu'on recommande aussi souvent d'aller lire notre article sur Imo Compare. On a pu faire un article dédié pour la comptabilité, mais aussi pour le service de gestion locative de Monsieur Hugo. Donc, je vous encourage à le lire si vous avez encore des questions. On a aussi pu négocier avec Bruno qui nous a donné une réduction de moins 5% de remise à vie en utilisant notre code. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et on a aussi continué notre collaboration parce que nous, chez Imo Compare et Optivest, on est conscient de la qualité du produit de Bruno. Donc, on vous permet pour tous les clients, Monsieur Hugo, d'avoir moins 10% sur toutes les offres d'accompagnement patrimonial d'Optivest. Merci beaucoup Bruno et merci aussi à Jérémy pour son témoignage et à très vite.